Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, dans la continuité de ce que vient de présenter Corinne, je vais tenter de faire un bilan synthétique des résultats qu'on a obtenus sur la veille sanitaire des petits carnivores dans le parc des Pyrénées. Donc juste rapidement, surtout pour les étudiants, par rapport à mon parcours professionnel, donc moi, j'ai jamais fait de clientèle. Je me suis tout de suite orientée à la fin de mes études vers la faune sauvage et pas spécialement que la pathologie, aussi la conservation. Et donc, effectivement, depuis une vingtaine d'années, on a un tout petit bureau d'études basé en Gironde qui est spécialisé dans la conservation des mammifères, notamment semi-aquatiques. Et on a effectivement, lors du premier plan de restauration du vivant d'Europe, travaillé en collaboration étroite avec la CEFEPM. Et donc, c'est par cette compétence particulière que Christophe Arthur avait fait appel à nous pour nous impliquer dans cette veille sanitaire. Donc, il y a un certain nombre de choses que Corinne a déjà développées, donc je vais pas revenir dessus. Simplement pour dire qu'effectivement, les toutes premières autopsies, c'était bien sur des carnivores qu'elles avaient été faites, notamment suite à la découverte de deux loutres et de divers autres petits carnivores. Concernant la méthodologie, donc c'est pareil, je ne vais pas revenir dessus puisque le protocole est le même pour toutes les espèces. Simplement dire qu'effectivement, par rapport aux petits carnivores, au-delà de l'aspect purement sanitaire, on a une volonté aussi d'étendre les connaissances dans des domaines plus larges, notamment pour la conservation d'espèces plus patrimoniales comme la loutre ou le chat forestier. Donc, effectivement, ça peut paraître un peu basique, mais la première chose, c'est, au-delà de l'autopsie détaillée complète, c'est avoir des informations biologiques de base, voilà, l'espèce, le sexe, le classe d'âge, l'état reproducteur, etc. Après, le protocole d'autopsie, c'est le même que celui qu'a décrit Corinne, avec effectivement, on essaye à chaque fois de trouver une cause terminale et puis d'éventuels processus pathologiques associés. Et l'importance également de mettre ça en cohérence avec les commémoratifs, voilà, parce qu'on a des cas où on trouve des lésions et voilà, les commémoratifs nous aident ou au contraire, voilà, permettent d'annuler certaines hypothèses. Et puis le volet important aussi, c'est essayer de faire des banques de prélèvements génétiques parce qu'il y a différents partenariats après sur des études de génétique de la population. Et donc concernant les analyses complémentaires ciblées, donc ça Corinne vous l'a bien expliqué aussi, elles ont évolué dans le temps en fonction de l'actualité sanitaire, des résultats qu'on obtenait, de l'enveloppe budgétaire aussi, parce que les analyses en écotoxicologie, par exemple, sont très très chères. Donc il y a certaines analyses qu'on a fini par abandonner parce que c'était trop coûteux et que finalement ça n'apportait pas d'informations très importantes. Donc avec trois parties, effectivement, sur les carnivores, les maladies en relation avec la santé humaine, ensuite certaines pathologies graves des carnivores, et puis un volet écotoxicologique, plus pour voir un petit peu la qualité du milieu. Et puis après, il y a, en fonction des lésions observées, des analyses complémentaires à la demande, de bactériologie, d'histologie, mais qui sont vraiment là au cas par cas, quoi. Et puis les laboratoires partenaires que vous a déjà cité Corinne. Donc concernant l'origine des animaux, effectivement, c'est de la découverte fortuite avec possibilité ou non de ramener le cadavre. Donc on a des variations entre les secteurs. Donc de 2005 à 2016, en fait, il y a 119 cadavres de petits carnivores qui ont été collectés. Il n'y en avait que 11 qui n'avaient aucun commémoratif. Voilà. Sur ces animaux, on a 3 espèces protégées, donc le chat forestier, la genette et puis la loutre. Et donc on s'aperçoit en fait que la majorité des découvertes ont effectivement lieu à proximité des routes, hein, ça représente 82% des cadavres, ou d'autres infrastructures routières, humaines. Et voilà. Et après la carto permet de voir un certain gradient d'altitude pour certaines espèces, quoi. Le nombre de découvertes par année, c'est pareil, il a été très variable. On a un gros pic en 2010, juste après le début de la veille coordonnée. Donc, est-ce que ça a motivé plus les agents? Bon, probablement. Et puis, on a aussi une variation mensuelle qui est multifactorielle et qui dépend à la fois de la sortie des agents et puis de la biologie des espèces, avec la période de rut où les animaux bougent beaucoup, la période après la mise bas où souvent les femelles sont plus vulnérables, et puis la période de dispersion des jeunes. Donc tout ça influence certainement l'ensemble de ces données. Donc concernant les données biologiques, en fait, sur pratiquement toutes les espèces, on a un sexe ratio équilibré par rapport aux découvertes, sauf pour le putois, le vison d'Amérique et la genette.
Et concernant les classes d'âge, donc on a essayé de mettre un peu au point une méthode d'estimation de classe d'âge à partir de l'usure des dents. Donc ça reste très basique, hein, jeune adulte, adulte, vieil adulte. Mais ça permet de voir quand même qu'on a très peu de très jeunes animaux qui sont découverts ou très peu de très vieux. Et là, juste sur ce graphe, en fait, on remarque que pour le vison d'Amérique, donc qui est une espèce exotique, envahissante, et pour la loutre, en fait, on a essentiellement des jeunes adultes. Et bon, c'est probablement en relation avec la dynamique d'expansion ou de recolonisation de ces deux espèces. Alors concernant l'état physiologique, en fait, dans 75% des cas, les animaux sont en bon à très bon état physiologique. On a 12% de cas qui sont dans un état physiologique moyen, et puis 12% aussi qui sont jugés maigres à cachectique, et on voit que là, ça concerne essentiellement les chats forestiers. Alors maintenant, les causes de mortalité. Donc, comme vous avez pu vous en douter, étant donné que 82% des cadavres sont récupérés le long des routes, on a effectivement la mortalité routière qui reste la cause de mortalité, la cause principale chez pratiquement toutes les espèces, sauf chez les tout petits mustélidés comme la belette et l'hermine. Après, on a effectivement des cas de morsure par d'autres carnivores sans consommation. Donc là, on a mis en place quelques mesures, des écartements, des perforations, et puis à partir d'une base de données qu'on a constituée sur les cadavres, on essaye de savoir un peu quelles sont les interactions. Et donc pour les renards et les visons d'Amérique, on a jugé qu'en général, ces morsures étaient plutôt faites par des chiens. Pour la belette et l'hermine, c'est plutôt par des petits mustélidés. Et donc il y a le fameux cas de la loutre, qui était un mâle qui avait été effectivement, qui s'était sûrement battu avec un autre mâle. Donc ça, c'est des choses qui sont décrites par les Anglais et qui, alors, on a rangé dans la catégorie morsure, mais qui en fait n'est pas décédé directement de ces morsures, mais effectivement de la surinfection bactérienne qui s'est greffée là-dessus. Au niveau du piégeage, donc le vison d'Amérique, là, c'est dans le cadre du contrôle de l'espèce, mais on a eu notamment, on a parfois du piégeage illégal, puisqu'il y a eu un des chats forestiers qu'on a retrouvé avec les deux pattes avant cassées, donc qui s'était probablement pris dans un piège à mâchoire. Voilà, les autres cas, je vais y revenir. Donc rapidement, voilà une petite carte de répartition des causes de mortalité. Bon, donc c'était juste pour vous montrer qu'il n'y avait pas spécialement d'agrégation spatiale d'une certaine cause. Sur le secteur. Voilà. Et puis évidemment, tous ces points rouges qui correspondent aux collisions le long des routes. Alors, on a essayé donc effectivement de déterminer les causes terminales et puis les processus pathologiques associés. Donc en fait, quelle que soit la cause de la mort, dans 90% des cas, c'est l'unique cause terminale de la mort. Et puis on a effectivement quelques cas où on a des processus associés, donc qui ne sont pas très nombreux, mais qui finalement apportent des informations intéressantes, donc qui sont décrites en haut. Donc effectivement, un chat forestier qui était positif au virus leucémogène félin, des cas d'intoxication aux anticoagulants, je vais y revenir après. Le fameux cas de la loutre qui a fait une septicémie suite aux morsures. Et puis parfois des pathologies organiques liées à de la sénescence ou des choses comme ça. Et plus précisément, en ce qui concerne les intoxications, les pathologies et les causes diverses comme causes directes de mortalité, là c'est pareil, on a des cas de gale sur du renard, des cas de sénescence, une martre qui s'est révélée positive à la médicarée avec une forte charge virale et des lésions, et qui en plus était un peu chargée en bromadiolone. Donc tout ça, on a considéré que ça avait abouti à la mort de l'animal. Un chat forestier encore positif au virus leucémogène, où on a considéré que c'était son état général qui avait abouti à sa mort. Des cas d'intoxication aux anticoagulants qui sont avérés. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, comme on a beaucoup de collisions routières, on a beaucoup de gros dégâts sur les organes. Donc parfois, c'est pas toujours facile d'aller rechercher la lésion caractéristique. Alors notamment par rapport aux anticoagulants. Parfois, on est limité à ce niveau-là, quoi. Et puis diverses causes, plus ou moins élucidées parfois. Donc maintenant, pour en revenir aux analyses complémentaires spécifiques. Donc, concernant la tuberculose, on n'a jamais eu de cas positifs sur tous les blaireaux qui ont été dépistés.
Concernant la trichine, on n'a pas eu de cas non plus sur des blaireaux. Il y a eu un cas sur un renard, voilà, parmi les 22 renards qui avaient été dépistés. Concernant les pathologies des carnivores domestiques, effectivement, les premiers chats qu'on a autopsiés, ils étaient tous en très mauvais état, avec des lésions très importantes. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté tout de suite vers la détection de ces deux virus. Donc concernant le virus d'immunodéficience, on n'a jamais eu aucun chat positif. Par contre, concernant le virus leucémogène, effectivement, on a à peu près la moitié des chats qui sont positifs. Parmi eux, un certain nombre qui ont des lésions importantes, avec un très mauvais état général. Et c'est tout à fait conforme en fait à ce qui est connu sur les chats de l'Est et du centre de la France, où on a effectivement une séroprévalence assez élevée par rapport à ce virus et une corrélation négative avec l'état général. Donc ça peut être quand même une pathologie qui peut avoir un impact sur cette espèce qui est quand même protégée, patrimoniale et que personne n'étudie. Voilà, donc petit appel. Et concernant la maladie de Carré, donc c'était une pathologie qui n'avait pas été mise au départ dans les pathologies à détecter. Et en fait, l'actualité sanitaire nous a poussé à quand même faire des recherches, puisque c'est une pathologie qui est réémergente dans la faune sauvage. Alors, il y a eu une grosse épidémie de maladie de Carré sur un des derniers noyaux de population de Visons d'Europe en Espagne, qui a vraiment cassé les effectifs. Et pour l'instant, ce noyau n'arrive pas à remonter suite à cet épisode. Et puis, il y a eu aussi en Suisse et en Italie le passage d'un virus très virulent qui a décimé plusieurs espèces de mustélidés, blaireaux, martres. Voilà, donc on s'est dit que ça serait quand même pas mal qu'on fasse un petit point aussi là-dessus. Donc là, on a eu 6 cas. Alors là, c'est pas de la sérologie, hein, donc c'est de la recherche par PCR dans les organes. Donc c'est vraiment des maladies déclarées. Donc on a eu 6 cas positifs en tout, donc c'est quand même pas négligeable. Et par contre, on n'a pas mis en évidence d'agrégation spatiale ou géographique pouvant indiquer une épidémie. Donc en fait, on suspecte plus une circulation vraiment régulière de ce virus dans les populations. Mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que il y a eu plusieurs cas récents et c'est vraiment une pathologie qui, sur ces espèces-là, pourrait faire de gros dégâts. Voilà, puis rapidement en écotoxicologie, donc c'est ce que je vous disais, tout ce qui est sur les métaux lourds, inhibiteurs des cholinestérase, PCB, en fait, on a rapidement abandonné les analyses parce qu'on avait très peu de cas, pas forcément facilement interprétables, puis ça coûtait très cher. Par contre, concernant les organochlorés, effectivement, on a quelques résultats surprenants, puisqu'on a quand même pas mal d'animaux qui se retrouvent avec des molécules qui sont a priori interdites depuis un certain temps. Voilà, et sur le vison d'Amérique, il y avait des doses vraiment très élevées en lindane, et on considère que ça a été vraiment ça la cause de mortalité de cette espèce. Et les fameux rodenticides anticoagulants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des années, en fait. On a régulièrement, alors là, c'est pas du tout de la recherche ciblée sur des animaux qui ont des lésions. On teste ça sur l'ensemble des animaux. Et on se retrouve quand même avec 34% d'individus qui ont été exposés à un moment donné à ces anticoagulants, rodenticides, avec quand même dans 23 cas des doses compatibles avec des intoxications aiguës. Et puis on a 4 cas où on considère que ça a été vraiment l'intoxication directement qui a été la cause de la mort. Donc ces résultats sont vraiment semblables à ce qu'on avait fait à l'époque du premier plan sur le vison, où on avait aussi 30% de détection d'animaux exposés à ces molécules. Alors à l'époque, il n'y avait que la bromadiolone, maintenant on trouve un peu d'autres choses, brodifacum, diphénacum, et puis il y a certains individus qui ont des cocktails avec plusieurs molécules. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, sur des espèces patrimoniales, pourrait quand même avoir se surajouter à tout le reste et avoir un impact négatif. Donc pour conclure, on n'a pas détecté là de problème pathologique majeur pouvant infecter la faune domestique ou la santé humaine. On a la circulation de certains virus qui peuvent quand même potentiellement avoir un impact sur ces espèces. Par contre, effectivement, l'impact majeur des activités humaines. Donc même si c'est surestimé, les collisions routières, ça reste quand même un facteur majeur de surmortalité.
Et puis voilà, ce problème des rodenticides anticoagulants qui est encore plus prononcé, je pense, sur les nécrophages. Non, pareil, bon. Voilà, donc je remercie tous les gens qui aident à ce que cette veille sanitaire perdure. Voilà, et je remercie Corinne de m'avoir fait confiance et je suis très contente d'avoir fait sa connaissance il y a bientôt 10 ans.